Bienvenue à tous dans notre podcast « À livre ouvert André ». Aujourd'hui, on se plonge dans un livre qui a vraiment changé ma façon de voir les choses, Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. Ah oui, un classique e-note. Un livre qui décrypte avec brio le fonctionnement de ces petites actions automatiques qui ont une influence énorme sur nos vies. Exactement. Et pour bien comprendre les idées de Duhigg, on va suivre le fil du livre partie par partie près pour une exploration fascinante. Absolument, j'ai hâte de voir comment vous allez décortiquer tout ça. On commence fort avec l'histoire de Lisa Allen, une femme qui cumulait les problèmes fumeux invétérés, endettée sans grande motivation. Et puis un voyage au Caire a tout bouleversé. C'est là que Duhigg nous accroche dès le départ avec cette histoire incroyable. Lisa a réussi à se débarrasser de ses mauvaises habitudes et à transformer sa vie de manière radicale. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que des chercheurs ont étudié son cerveau Ah oui? et ont constaté que les schémas neurologiques liés à ses anciennes habitudes avaient été littéralement remplacés par de nouveaux. C'est fou, non. Ça veut dire qu'on peut vraiment reprogrammer notre cerveau. Mais comment ça marche concrètement? Duhigg nous explique ça avec le concept de la boucle de l'habitude. Imaginez un cycle en 3 étapes. D'abord, il y a un signal, un déclencheur. Ensuite, une routine, l'action automatique. Et enfin, une récompense, la satisfaction que l'on retire de cette action. Ok, je vois l'idée. Par exemple, quand je me brosse les dents le matin, le signal, c'est le goût du dentifrice, la routine, c'est le brossage, et la récompense, c'est la sensation de fraîcheur et de propreté. Exactement. Et ce qui est fascinant, c'est que cette boucle est gérée par une zone bien précise de notre cerveau. Les noyaux gris. C'est là que nos habitudes s'ancrent pour le meilleur ou pour le pire. D'ailleurs, Duhigg parle d'un cas vraiment étonnant, celui du gène Poli, un homme qui a perdu sa mémoire à long terme suite à une encéphalite. Il ne se souvenait de rien, sauf de ses habitudes. Absolument. Al-Shum pouvait apprendre de nouvelles habitudes comme faire une promenade dans son quartier, même s'il ne se souvenait pas les avoir apprises. Et vous savez pourquoi? Parce que ses noyaux gris étaient intacts. C'est à la fois incroyable et un peu effrayant. Non, on se rend compte qu'on peut être totalement gouverné par nos habitudes, même quand on ne se souvient plus pourquoi on les fait. Oui, c'est là que ça devient intéressant. Les habitudes peuvent être un atout formidable. Elles nous permettent d'automatiser des actions et de libérer notre cerveau pour des tâches plus complexes. Mais elles peuvent aussi nous piéger, nous enfermer dans des comportements qui ne nous servent plus, voire qui nous nuisent. Et comment on fait pour se libérer de ces mauvaises habitudes? Est-ce que c'est seulement une question de volonté? Duhigg nous dit que la volonté est importante, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Il faut comprendre le fonctionnement de la boucle de l'habitude pour la modifier. Et c'est là qu'il nous donne une clé essentielle, la règle d'or du changement d'habitude. La règle d'or, et j'ai hâte d'entendre ça même. En fait, il ne s'agit pas d'éradiquer une habitude, mais de la transformer. On garde le même signal et la même récompense, mais on change la routine. D'accord, je comprends le principe, mais concrètement, ça donne quoi? Vous avez un exemple? Imaginez quelqu'un qui a l'habitude de grignoter chaque soir devant la télé. Le signal, c'est l'installation confortable sur le canapé. La routine, c'est de manger des chips ou des bonbons. Et la récompense est la sensation de plaisir et de détente. Pour changer cette habitude, on peut garder le signal et la récompense, mais remplacer la routine du grignotage par une autre activité plus saine, comme lire un livre ou tricoter. Ah oui, je vois. C'est plus facile à dire qu'à faire, j'imagine. Il faut quand même une bonne dose de motivation pour résister à la tentation des chips. Bien sûr, la motivation est importante, mais Duhigg souligne aussi le rôle crucial de la croyance. Pour changer une habitude durablement, il faut croire que c'est possible. Et cette croyance peut être renforcée par le groupe, par l'exemple des autres. Tiens, c'est intéressant ça. Gigi donne des exemples précis. Oui, il parle notamment de Tony Dungy, un entraîneur de football américain qui a réussi à transformer une équipe de perdants en champions. Comment? Fais-le. En instaurant de nouvelles routines d'entraînement, bien sûr, mais surtout en insufflant une nouvelle croyance en la victoire. Cette conviction s'est répandue au sein de l'équipe, créant une nouvelle identité collective. Un peu comme dans les groupes de soutien où les gens s'entraident pour changer leurs habitudes et se reconstruire la force du collectif. Exactement. Le groupe peut jouer un rôle déterminant dans le changement d'habitude. Il peut nous donner la confiance, le soutien et l'inspiration dont on a besoin pour persévérer. C'est vraiment fascinant de voir comment ces mécanismes psychologiques et sociaux s'imbriquent. On comprend mieux pourquoi il est si difficile de changer ses habitudes tout seul dans son coin. Tout à fait. Et Duhigg ne s'arrête pas là. Il explore aussi comment ces mêmes mécanismes peuvent s'appliquer à l'échelle d'une entreprise, d'une organisation, voire d'une société entière. Alors là, j'ai hâte d'en savoir plus, Steve. Vous me donnez vraiment envie de dévorer la suite du livre. Croyez-moi, la suite est tout aussi passionnante. On fait une petite pause et on revient tout de suite pour la deuxième partie de notre exploration du pouvoir des habitudes. Alors, on reprend notre exploration du pouvoir des habitudes. Avec plaisir.
J'ai hâte de voir comment Duhigg applique ces concepts de la boucle de l'habitude et du changement d'habitude à des contextes plus larges comme les entreprises ou la société. Eh bien, figurez-vous qu'il commence par une histoire assez surprenante. Celle de Febreze, ce fameux désodorisant de Procter & Gamble. On pourrait penser que l'élimination des mauvaises odeurs est une évidence. Mais Duhigg nous montre que ça n'a pas été si simple. Ah bon? Qu'est-ce qui a cloché, Dors? Au début, Febreze était un produit révolutionnaire. Les tests montraient qu'il était super efficace pour éliminer les odeurs. Mais bizarrement, il ne se vendait pas. C'est étrange. Pourquoi les gens n'en voulaient pas? Parce qu'ils ne percevaient pas le problème. Duhigg explique que les gens s'habituent aux mauvaises odeurs, surtout dans leur propre maison. Ils finissent par ne plus le remarquer. Du coup, ils ne voyaient pas l'intérêt d'un produit comme Febreze. Ah oui, je comprends. Si on ne se rend pas compte qu'il y a un problème, on ne cherche pas de solution. Exactement. Procter & Gamble s'est retrouvé face à un défi de taille. Il ne suffisait pas d'avoir un produit efficace. Il fallait aussi créer un besoin, une nouvelle habitude chez les consommateurs. Et comment ont-ils réussi à faire ça? En s'inspirant des principes de la boucle de l'habitude, ils ont compris qu'il fallait transformer l'utilisation de Febreze en une expérience gratifiante, une récompense en soi. Un peu comme le fameux picotement frais des dentifrices. On associe cette sensation à la propreté, même si ce n'est pas forcément le plus important. C'est exactement l'idée. Procter & Gamble a ajouté un parfum agréable à Febreze transformant, ainsi le simple fait d'éliminer les odeurs en un petit rituel plaisant une récompense à la fin du ménage. Et ça a marché, dis bon. Oui, ça a été un succès phénoménal. Les consommateurs ont intégré Febreze dans leur routine de nettoyage en l'utilisant comme une petite touche finale qui leur procure une sensation de satisfaction. C'est incroyable de voir comment la compréhension des mécanismes des habitudes peut être utilisée pour influencer nos comportements, même à grande échelle. Absolument. Et Duhigg nous montre que cette logique s'applique aussi aux organisations. Il prend l'exemple de Paul O'Neill, un ancien haut fonctionnaire devenu PDG d'Alcoa, un géant de l'aluminium. Si je me souviens bien, Oli est celui qui a surpris tout le monde en faisant de la sécurité sa priorité absolue. Oui, c'est bien lui. À son arrivée, personne ne comprenait sa stratégie. Les investisseurs s'attendaient à ce qu'il parle de profit de réduction des coûts, mais O'Neill n'avait qu'un seul mot à la bouche. La sécurité. Il devait dérouter tout son monde. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais O'Neill était convaincu que la sécurité était la clé de la transformation d'Alcoa. En créant une culture de la sécurité à tous les niveaux de l'entreprise, il a déclenché un véritable effet domino. C'est-à-dire, Pour améliorer la sécurité, il a fallu repenser les processus de communication, responsabiliser les employés, encourager la collaboration entre les différents services. Bref, il a fallu changer les habitudes de l'organisation entière. Et ces changements ont eu un impact au-delà de la sécurité. Exactement. La culture de la sécurité a créé un environnement propice à l'innovation, à la résolution de problèmes, à l'amélioration continue. Les profits ont suivi naturellement. O'Neill a démontré qu'une habitude clé bien choisie peut avoir un effet transformateur sur toute une entreprise. On comprend mieux les titres du livre. Le pouvoir des habitudes. Mais Duhigg ne s'arrête pas aux entreprises, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Duhigg explore ensuite le rôle des habitudes dans le sport de haut niveau avec l'histoire de Michael Phelps, le nageur olympique le plus titré de tous les temps. Ah oui, Phelps. La machine à médailles. J'imagine qu'il devait avoir des habitudes d'entraînement assez exceptionnelles. Absolument. Mais ce qui est intéressant, c'est que son coach, Bob Bowman, a compris très tôt l'importance de créer des habitudes qui allaient au-delà de la simple performance physique. qu'est-ce que vous voulez dire? Bowman a mis en place des routines très précises pour tous les aspects de la vie de Phelps. Le sommeil, l'alimentation, la préparation mentale, la gestion du stress. L'objectif était de transformer chaque moment de la journée en une série de petites victoires programmées par des habitudes. On peut dire que c'est une approche holistique de la performance. Tout à fait. Et cette approche s'inspire des principes de la boucle de l'habitude. Par exemple, avant chaque course, Bowman faisait écouter à Phelps une musique spécifique, créant ainsi un signal qui déclenchait une routine de préparation mentale et émotionnelle conduisant à la récompense ultime. La victoire. En somme, Phelps n'était pas seulement un athlète exceptionnel. Il était aussi le produit d'un système d'habitudes savamment orchestré. C'est une excellente façon de le dire. Et cette idée que les habitudes peuvent être programmées et optimisées s'applique à bien d'autres domaines que le sport. Duhigg l'illustre avec l'exemple des mouvements sociaux. C'est vrai qu'on parle souvent de l'habitude de manifester ou de l'habitude de voter. Mais comment expliquer l'émergence de mouvements sociaux de grande ampleur? Duhigg explore cette question à travers le boycott des bus de Montgomery, un événement clé du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Tout est parti d'un acte individuel, le refus de Rosa Parks de céder sa place à un passager blanc dans un bus. Rosa Parks, l'icône de la lutte contre la ségrégation.
Exactement. Son acte a déclenché un mouvement de protestation sans précédent, mais Duhigg souligne que ce mouvement n'aurait pas pris une telle ampleur sans l'existence de réseaux sociaux solides, basés sur des habitudes de solidarité et d'engagement. C'est le pouvoir du collectif. Oui, et ce collectif s'est organisé autour de l'habitude de se réunir dans les églises, de partager l'information, de s'entraider. Ces habitudes ont permis de diffuser l'idée du boycott et de mobiliser un grand nombre de personnes. On voit bien comment les habitudes, qu'elles soient individuelles ou collectives, peuvent façonner notre monde. Absolument. Et pour mieux comprendre ce processus, Duhigg analyse le rôle des liens forts et des liens faibles dans la propagation des idées et des comportements. Si je comprends bien, les liens forts, ce sont nos proches, notre famille, nos amis. Et les liens faibles, ce sont nos connaissances plus lointaines, nos collègues, les gens qu'on croise occasionnellement. Tout à fait. Duhigg explique que les liens forts sont essentiels pour créer une communauté soudée, un groupe qui partage des valeurs et des objectifs communs. Mais pour diffuser une idée à grande échelle, il faut aussi activer les liens faibles. Ce sont ces liens faibles qui nous connectent à d'autres réseaux, qui nous ouvrent à de nouvelles perspectives. Exactement, c'est le principe du Small World Phenomenon. Nous sommes tous connectés à travers un petit nombre de liens intermédiaires. Dans le cas du boycott de Montgomery, les églises ont servi de point de convergence pour les liens forts. Et les liens faibles ont permis de diffuser le message au-delà de la communauté noire. C'est comme une réaction enchaînante. Oui, et Duhigg souligne que cette dynamique de propagation des idées et des comportements est à l'œuvre dans de nombreux domaines. Le marketing viral, la diffusion des innovations, les mouvements politiques. C'est passionnant de voir comment des concepts scientifiques comme la boucle de l'habitude peuvent nous aider à comprendre des phénomènes sociaux complexes. Tout à fait. Et pour conclure cette exploration de la première partie du livre, Duhigg nous propose une réflexion sur une question fondamentale, le libre arbitre. Ah, la grande question. Sommes-nous réellement maîtres de nos choix si nos actions sont si fortement influencées par nos habitudes? C'est la question que se pose Duhigg à travers l'histoire d'Angie Bachmann, une femme qui a sombré dans l'addiction au jeu. Au début, Angie pensait contrôler ses habitudes, mais petit à petit, elle s'est retrouvée prisonnière d'une spirale infernale. Son histoire est un exemple tragique du pouvoir des habitudes. Oui, et son cas soulève des questions éthiques et philosophiques sur la responsabilité individuelle face à l'addiction. D'autant plus que la recherche scientifique montre que certaines personnes sont plus vulnérables que d'autres à l'influence des habitudes. Par exemple, les personnes atteintes de troubles neurologiques. Oui, Duhigg mentionne des études sur des patients atteints de la maladie de Parkinson qui ont développé des addictions au jeu après avoir pris un certain type de médicaments. Ces cas suggèrent que la chimie du cerveau peut influencer notre capacité à résister aux habitudes. C'est un débat complexe et je suis curieuse de voir comment Duhigg l'aborde dans la suite du livre. Mais avant de plonger dans la deuxième partie, peut-être qu'on pourrait prendre un petit moment pour réfléchir à ce qu'on a appris jusqu'ici. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette première partie, Ania? Ce qui me frappe, c'est la puissance de ce concept de boucle de l'habitude. On se rend compte à quel point nos actions sont souvent guidées par des automatismes, par des schémas profondément ancrés dans notre cerveau. Oui, c'est assez déroutant. On a l'impression d'être un peu moins maître de nos choix qu'on ne le pensait, mais en même temps, c'est aussi une opportunité. Si on comprend le fonctionnement de ces habitudes, on peut les modifier, on peut reprendre le contrôle. C'est ça qui est fascinant. Donc voilà, Duhigg nous donne des clés pour transformer nos habitudes, pour créer de nouveaux automatismes qui nous mèneront vers nos objectifs. Exactement. Et ce qui est encourageant, c'est que ces principes s'appliquent à tous les niveaux. À l'échelle individuelle, bien sûr, mais aussi au niveau des organisations, des communautés, et même de la société dans son ensemble. Alors, prêt à découvrir comment Duhigg développe ses idées dans la deuxième partie du livre. Absolument. Allons, Edo. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'habitudes et de comportements automatiques, est-ce que Duhigg aborde la question du libre arbitre? Ah oui, tout à fait. C'est même des thèmes centraux, la dernière partie du livre. Parce qu'effectivement, on se pose la question si nos actions sont autant influencées par nos habitudes, est-ce qu'on est vraiment libre de nos choix? C'est le grand débat. Duhigg explore cette question avec beaucoup de nuances. Il s'appuie sur des recherches scientifiques, des exemples concrets, et puis il nous rappelle que même si nos habitudes ont un impact énorme sur nos comportements, on n'est pas totalement impuissant. Ah, ça me rassure. Mais alors, comment on fait pour reprendre le contrôle? Est-ce que Duhigg nous donne des pistes? Oui, il propose plusieurs pistes. Il insiste beaucoup sur l'importance de la prise de conscience, identifier nos habitudes, comprendre comment elles fonctionnent, et surtout identifier les récompenses qu'elles nous procurent. C'est l'étape de l'introspection, un peu se regarder dans le miroir, pas toujours facile. Oui, c'est vrai, mais c'est une étape essentielle pour pouvoir changer. Ensuite, Duhigg propose d'expérimenter, de tester différentes routines pour remplacer celles qui sont néfastes en gardant le même signal et la même récompense.
Un peu comme on l'a vu avec l'exemple du grignotage devant la télé. Exactement. Et puis, pour maximiser les chances de réussite, Dwight souligne l'importance de la conviction et du soutien social, s'entourer de personnes qui partagent nos objectifs, qui nous encouragent, qui nous aident à tenir bon. C'est important de se sentir soutenu quand on essaie de changer ses habitudes. Absolument. C'est plus facile de résister à la tentation quand on sait qu'on n'est pas seul. Donc, si je comprends bien, Le pouvoir des habitudes, c'est un livre qui nous apprend à mieux nous connaître, à comprendre l'impact de nos habitudes sur nos vies et à utiliser cette connaissance pour créer un changement positif. Oui, c'est une très bonne synthèse. Ce livre nous donne des outils concrets pour modifier nos habitudes et finalement reprendre le contrôle de notre destin. En somme, une lecture indispensable pour tous ceux qui veulent mieux comprendre le fonctionnement de leur cerveau et optimiser leur potentiel. Tout à fait. C'est un livre qui peut vraiment changer votre vie. Un grand merci pour cette exploration passionnante du pouvoir des habitudes. J'ai appris énormément de choses et j'espère que nos auditeurs aussi. Merci à vous. C'est un plaisir de partager ces réflexions avec vous. Et à vous, chers auditeurs, on vous laisse avec une petite question à méditer. Quelles sont les habitudes qui vous définissent et comment pourriez-vous les transformer pour créer la vie que vous souhaitez soler? On se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast à livre ouvert.